Bonjour et bienvenue. Qui n'a jamais ressenti ce petit pincement au cœur, ce mélange d'excitation et de pure appréhension juste avant de devoir parler français pour la toute première fois? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce moment si particulier. L'idée, ce n'est vraiment pas de vous faire apprendre par cœur des listes de phrases toutes faites. Non, ce qu'on va faire, c'est bien plus profond. On va décoder la culture, l'état d'esprit, tout ce qui se cache derrière chaque mot, chaque silence. L'objectif, c'est de démystifier ces premiers instants, de les rendre moins intimidants, pour que votre prochaine conversation soit une expérience positive et pleine de confiance. Ah, cette phrase, elle résonne chez beaucoup de monde, n'est-ce pas? Cette peur de mal prononcer un mot, cette petite hésitation qui nous paralyse juste avant de nous lancer. C'est une sensation que presque tous les apprenants connaissent. Et cette image du nuage, elle est parfaite, c'est exactement ça. Un petit nuage gris d'incertitude qui nous suit partout. Mais voilà la bonne nouvelle. Le simple fait de reconnaître ce nuage, de mettre un nom sur cette anxiété, c'est déjà la première étape pour le faire disparaître. Et c'est précisément notre mission du jour, vous donner les outils, les astuces, la confiance nécessaire pour souffler sur ce nuage et le transformer en un grand ciel bleu. Très bien, alors, par où commencer? Par le début, évidemment. Le tout premier acte de n'importe quelle rencontre, c'est la salutation. Et en France, il faut bien comprendre une chose. Dire bonjour, ce n'est pas juste une formalité qu'on expédie. C'est un véritable rituel social. C'est la première pierre que l'on pose pour construire la relation. Le choix du mot, le geste qui va avec, tout ça, c'est un message très fort qu'on envoie à l'autre personne. C'est un peu comme la porte d'entrée d'une maison. Si on se trompe de clé, on reste dehors. Alors voyons comment ouvrir cette porte avec élégance. Alors, comment on choisit le bon mot dans cette jungle des salutations? C'est simple, pensez à bonjour comme votre couteau suisse, votre passe-partout. C'est la clé universelle. Que ce soit en entrant dans une boulangerie, en rencontrant vos beaux-parents pour la première fois ou en croisant le président, bonjour est toujours le bon choix. C'est sûr, c'est respectueux, c'est la base. Dès que la lumière du jour baisse, on change d'ambiance et on passe élégamment à bonsoir. Même principe, même polyvalence. Ensuite, on entre dans la sphère privée. Salut, c'est le hi à la française. Il indique une familiarité, une décontraction. On le garde pour les amis, la famille, les collègues qu'on connaît bien. L'utiliser avec un inconnu dans la rue, ça pourrait être perçu comme un peu trop familier. Et tout en haut de l'échelle de l'intimité, on a coucou. C'est le plus affectueux de tous. C'est un petit mot doux, presque un câlin verbal, qu'on réserve à ses amis très très proches, à sa famille ou quand on s'adresse à des enfants. Vous voyez, chaque mot a sa place et son poids. Allez, passons au geste qui fascine et terrifie le monde entier, la fameuse bise. C'est une coutume qui peut sembler très déroutante au début, alors mettons les choses au clair tout de suite. Point le plus important, ce n'est pas un baiser romantique. Absolument pas. Dans 99% des cas, les lèvres ne touchent même pas la peau. C'est un contact très léger, joue contre joue, pendant qu'on fait un petit bruit de baiser dans l'air. C'est un geste qui symbolise la chaleur, la convivialité, la connexion. C'est très courant entre amis, femmes et femmes, au sein de la famille bien sûr, et même dans certains milieux professionnels décontractés entre collègues. C'est une marque de reconnaissance et d'affection. Et c'est précisément là que l'aventure commence. La question à 1 million d'euros, celle qui a causé des moments de gêne à des générations d'étrangers, et même de Français. Combien de bises? Est-ce qu'on en fait 2, 3, peut-être même 4? Il n'y a pas de manuel, pas de règle nationale. On entre ici dans le monde fascinant et un peu chaotique des traditions régionales. C'est un véritable labyrinthe de coutumes non écrites. Et c'est ce qui le rend si français. La réponse est donc, eh bien, ça dépend totalement de l'endroit où on se trouve. Et cette variation, c'est une source infinie de situations cocasses. Imaginez la scène, on tend la joue pour une deuxième bise, confiant, et là, la personne en face est déjà en train de se reculer, ou pire, elle se lance pour une troisième. Ce petit moment de flottement, ce léger pas en arrière, ce choc de nez, c'est un grand classique du folklore français. C'est pour ça que connaître, ou du moins être conscient de ces différences régionales, c'est un vrai super pouvoir pour naviguer ce rituel avec grâce. Ce tableau nous donne un petit aperçu du casse-tête. Si on est à Paris, en Bretagne ou dans une grande partie du nord de la France, la norme, c'est 2 bises. On commence généralement par présenter la joue droite. Mais dès qu'on prend le train et qu'on descend vers le sud, en Provence par exemple, on passe souvent à 3 bises. Et attention, on commence parfois par la joue gauche. Et puis il y a des régions, comme dans la vallée de la Loire, où on peut monter jusqu'à 4. Alors comment on s'en sort dans ce chaos? Il y a une phrase magique, un joker absolu à connaître. C'est combien chez toi? Poser cette question avec un sourire, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est charmant. Ça montre qu'on s'intéresse aux coutumes locales et ça désamorce toute situation potentiellement gênante. Et si on a un doute, si le contexte ne semble pas se prêter à la bise? Pas de panique, il existe une alternative universelle, une valeur sûre. La poignée de main, la fameuse poignée de main.
Dans un cadre professionnel, pour un entretien d'embauche, en rencontrant son banquier ou simplement une personne pour la toute première fois, c'est le geste à privilégier. Une poignée de main franche, ferme, mais brève, c'est un signe de respect et de professionnalisme reconnu partout. La règle d'or est très simple. En cas de doute, la poignée de main est toujours le bon choix. C'est votre filet de sécurité. Bon, ça y est, on a survécu à la première épreuve, celle des salutations. On entre maintenant dans la deuxième phase, tout aussi cruciale, l'échange d'identité. Et c'est là qu'on rencontre l'une des particularités les plus fondamentales de la langue et de la culture française. Un simple choix de pronom, un mot de 2 ou 4 lettres, qui va définir instantanément la nature de la relation, le niveau de respect et la distance sociale entre les interlocuteurs. Pour commencer, la phrase de base est toute simple. Bonjour, je m'appelle. La prononciation est importante. Bonjour, je m'appelle. Mais attention, j'ai un conseil en or pour vous. Une petite astuce qui pourrait vous éviter un énorme moment de gêne. Ne traduisez jamais littéralement la phrase anglaise I'm gonna introduce myself. En français, le verbe s'introduire a une connotation, disons, très physique et totalement inappropriée dans ce contexte. La bonne formule, celle à graver dans votre mémoire, c'est je vais me présenter. C'est une nuance subtile, mais qui fait toute la différence entre passer pour quelqu'un d'éduqué et autre chose. On arrive au cœur du sujet, le fameux dilemme entre tu et vous. Ce n'est pas une simple règle de grammaire, non, c'est un code social extrêmement puissant. Utiliser tu, ce qu'on appelle le tutoiement, c'est créer un lien de proximité, de familiarité. On l'utilise avec les amis, la famille, les enfants, les gens de notre âge, dans un contexte informel. Utilisez vous, le vouvoiement, c'est au contraire établir une distance respectueuse. C'est la forme de politesse par défaut, quand on s'adresse à un inconnu, à une personne plus âgée, à son patron, ou dans n'importe quel contexte formel. Et attention au piège. Vous sert aussi à s'adresser à un groupe de personnes, même si on tutoie chaque personne individuellement. Ce choix est l'un des signaux les plus importants qu'on puisse envoyer en français. Pour que ce soit bien concret, imaginons quelques scènes. Un client dira toujours vous à son boulanger. Bonjour, je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. C'est une marque de respect pour le commerçant. Un médecin vous voira son patient pour maintenir une distance professionnelle et instaurer un climat de confiance. Un étudiant dira systématiquement vous à son professeur, c'est une marque de respect de la hiérarchie et du savoir. Dans tous ces cas, le vous n'est pas optionnel, il est essentiel pour poser le cadre de l'interaction. La règle d'or, si on hésite, est simple, commencez toujours par vous. C'est beaucoup plus facile et naturel de passer de vous à tu si l'autre personne ne propose, que de faire le chemin inverse qui peut être perçu comme une offense. Parfait, on a vu le quoi dire, il est temps de s'attaquer au comment le dire. On va maintenant aborder le sujet qui est souvent la source de la plus grande anxiété, la prononciation. Mais je voudrais qu'on change complètement de perspective. L'objectif, ce n'est pas de gommer son accent pour parler comme un natif. Pas du tout. L'objectif, le seul qui compte vraiment, c'est d'être clair. C'est d'atteindre un niveau de prononciation qui permet à la communication de se faire de manière fluide et sans effort pour la personne en face. On entend très souvent cette phrase, surtout de la part de personnes qui ont appris les langues de manière très scolaire. Mais il faut le dire haut et fort, c'est une idée complètement fausse et même dangereuse. C'est une erreur de penser qu'il suffit d'apprendre des mots et des règles de grammaire. Parce que si au final, personne ne peut déchiffrer ce qu'on dit, à quoi ça sert d'avoir une phrase grammaticalement parfaite? Tout ce vocabulaire, toute cette connaissance, reste prisonnier, incapable de franchir la barrière des lèvres. Pour vraiment comprendre l'importance de tout ça, j'aime beaucoup l'analogie du tabouret à 3 pieds. Imaginez la communication comme un tabouret. Le premier pied, c'est le vocabulaire, les mots qu'on a à notre disposition. Le deuxième pied, c'est la grammaire, la structure qui nous permet d'assembler ces mots de manière cohérente. Et le troisième pied, c'est la prononciation, le son qui permet à ces mots d'exister et d'être entendus. Maintenant, que se passe-t-il si un de ces pieds, disons la prononciation, est beaucoup plus court que les autres? Eh bien, le tabouret est bancal, il est instable, et il finit par tomber. La communication, c'est exactement pareil. Sans une prononciation claire, les plus belles phrases s'effondrent et le message se perd. Il est donc absolument crucial de redéfinir notre objectif. Le but du jeu n'est pas la perfection, ce n'est pas d'imiter un Parisien ou un Marseillais à la perfection, le but c'est la clarté. Être compris sans que l'autre ait à faire un effort surhumain, c'est ça la vraie victoire. Et notre accent dans tout ça, il ne faut pas le voir comme un défaut à corriger, mais comme une partie de notre histoire. Il raconte d'où l'on vient, notre parcours linguistique. Il faut l'embrasser, pas chercher à l'effacer. Tant que le message passe, tant que la connexion humaine se fait, la mission est plus que réussie. Bon, mais soyons honnêtes, même avec la meilleure volonté du monde, il y aura des moments où on se sentira complètement perdu, où la conversation ira trop vite, où un mot nous échappera. C'est inévitable, et c'est parfaitement normal. L'important, ce n'est pas d'éviter ces moments,
c'est d'être préparé à les affronter. Considérez les phrases qui suivent comme votre kit de survie, votre filet de sécurité personnelle. Des outils simples pour transformer un moment de panique potentielle en une situation calme et parfaitement gérable. Voici la phrase numéro 1, la plus simple et sans doute la plus puissante de toutes. Je ne comprends pas. Il ne faut avoir absolument aucune honte, aucune gêne à l'utiliser. C'est un acte d'honnêteté et d'intelligence. Ça envoie un signal clair à votre interlocuteur qu'il faut marquer une pause et clarifier les choses. C'est 1000 fois plus constructif et respectueux que de hocher la tête en souriant, en faisant semblant d'avoir compris. Logiquement, après avoir signalé qu'on n'a pas compris, voilà l'étape suivante. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? C'est une demande polie et active. Elle montre qu'on n'abandonne pas, qu'on est toujours engagé dans la conversation et qu'on a une vraie volonté de comprendre. Ça permet de garder le dialogue vivant et d'éviter que la conversation ne s'arrête net. Ah, la vitesse, c'est souvent le principal obstacle. Les locuteurs natifs ont tendance à parler à la vitesse de la lumière sans même s'en rendre compte. Demandez poliment, parlez plus lentement s'il vous plaît. C'est comme demander au conducteur de ralentir un peu pour qu'on puisse apprécier le paysage. Cette simple phrase peut faire une différence énorme. Elle donne à notre cerveau le temps précieux dont il a besoin pour analyser les sons, les mots et le sens. C'est un outil essentiel. Et enfin, voici l'outil de précision le plus rapide et le plus polyvalent de votre boîte à outils. Un simple « pardon » dit avec une intonation qui monte à la fin comme une question. C'est parfait quand on a juste manqué un mot ou un petit bout de phrase. C'est court, c'est poli, ça ne casse pas le rythme de la conversation et c'est incroyablement efficace pour demander une répétition immédiate. C'est le réflexe à avoir pour les petits accros du quotidien. Pour conclure notre parcours, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, des bises au vouvoiement, de la prononciation au filet de sécurité, tout nous ramène finalement à cette question fondamentale. Pourquoi apprend-on une langue? Est-ce que le but ultime, c'est vraiment de parler parfaitement, sans la moindre erreur, comme une machine? Ou est-ce que c'est de réussir à se connecter authentiquement avec un autre être humain? Partager une idée, raconter une histoire, rire ensemble? La langue n'est qu'un outil pour y arriver. Et très souvent, ce sont nos petites imperfections, notre accent, nos hésitations qui rendent cette connexion encore plus humaine, plus vraie. Alors n'ayez jamais peur d'être imparfait. La seule chose dont il faut avoir peur, c'est de ne pas oser essayer de se connecter. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.